Mais l'actualité, première édition de ce mardi 4 novembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin, ciel partiellement ensoleillé, humidité 37%, du vent 10 km à l'heure et la maximale attendue est de 37 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition et de 2 pour le Mali, le président Goïta a inauguré hier à Bougouni la deuxième usine de lithium du Mali, un grand projet minier avec un impact économique considérable pour notre pays, plus de 100 000 tonnes de concentré de spodumène avec à la clé 250 milliards de francs CFA au bout de 5 ans. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Bougouni dès le début de ce journal. L'actualité dans les deux autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par le lancement de la campagne Zéro paludisme d'ici à 2030 dans la sous-région. Les acteurs de la santé sont réunis à Ouagadougou pour développer des stratégies dans ce sens. Au Niger, on parlera de l'initiative 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir. Élèves et personnels de l'administration scolaire adhèrent pleinement à l'initiative et y contribuent fortement. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Niger et de Radio Burkina. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Awa Adama Koulibaly ce matin. Bonjour Awa. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Alors, les Guinéens se préparent depuis quelques mois aux élections présidentielles. Aujourd'hui, ils sont à quel niveau de ce scrutin? Et nous allons savoir la question que se posent beaucoup de personnes. Est-ce que Mamadi est candidat? Ensuite, un tour au Soudan nous donnera un aperçu des conséquences de la guerre qui sévit dans le pays depuis le 15 avril 2023. Et on terminera par les États-Unis où l'aide alimentaire sera réduite selon l'administration en novembre en raison de la paralysie budgétaire. Le développement n'est pas raté. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Seragatou Sissé. Bonjour l'athlète. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Seragatou? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Tirage au sort phase de groupe des compétitions africaines des clubs. Le Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions est dans le groupe D et le Djoliba en Coupe de la Confédération dans le groupe A. Ligue des Champions d'Europe pour poule unique, 4e journée, 2 affiches électriques retiennent les attentions ce soir. Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Liverpool et Real Madrid. Et pour boucler la rubrique insolite du jour qui nous amène ce mardi au Vietnam. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les dis-moi juste 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta était hier à Ganala, dans la commune urbaine de Bougouni, pour l'inauguration de la nouvelle mine de lithium. Une deuxième mine de lithium qui constitue un grand projet de développement avec un impact économique certain. Déjà, la mine a investi plus de 300 millions de francs CFA dans les infrastructures socio-économiques au profit de la population. Le lithium de Bougouni était le fruit d'une triple coopération Mali-Chine et le Royaume-Uni. Le point de l'inauguration avec nos envoyés spéciaux à Bougouni, Bourama Traoré, Sera Bachili, Adama Kamara, Aruna Djara et Namori Djabati. De l'expertise internationale à la vision nationale, en passant par l'engagement communautaire, ce sont là les piliers sur lesquels est bâti le lithium de Bougouni. En ce jour d'inauguration de la mine, l'honneur revient au chef de village de Ganala de prendre la parole. Selon ses propres termes, c'est un nouveau cadeau que le président de la transition offre à la localité. Même sentiment, c'est les autorités communales qui vont plus loin. Karim Sangaré, maire de la commune urbaine de Bougouni. La construction à Bougouni d'une mine d'extraction de lithium avec tous les dispositifs environnementaux ouvre la voie à l'essor économique de notre pays en général et celle de la région de Bougouni en particulier. Malgré la situation sécuritaire, des partenaires font le pari du Mali, à l'image de la Chine et du Royaume-Uni, qui ont investi dans le projet de lithium de Bougouni, un projet qui se caractérise par une exploitation moderne de cette substance minérale combien stratégique. Tank David Ley, président du conseil d'administration de Kolda Mining. Le projet de Bougouni est un projet d'une durée de vie de 10 ans au minimum et on va produire à peu près 100 000 tonnes de concentré. Le projet de lithium de Bougouni marque une nouvelle étape majeure pour le secteur minier malien en devenant la deuxième mine de lithium du pays.
Le lithium de Bougouni consolide désormais la place du Mali parmi les pays producteurs de cette ressource vitale pour la transition énergétique mondiale. Mais au-delà, c'est un nouvel outil de développement économique. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. En combinant les prévisions de production de concentré de spodumène des deux mines pour 2026, le Mali atteindra une quantité totale de 590 587 tonnes et se placera au premier rang en Afrique. Le projet de Bougouni, qui pour sa première phase 2024-2027 a nécessité un investissement de 65 millions de dollars américains, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA, offrira 500 emplois locaux, ils sont déjà au niveau de la mine, et ce nombre atteindra 800 au démarrage de la seconde phase de 2028. Pour mieux exploiter ces ressources naturelles, le Mali met l'accent sur la diversification des partenaires, avec comme ligne directrice la prise en compte des intérêts de la population. Les demandes mondiales des véhicules électriques et de stockage d'énergie devraient permettre au cours du marché du lithium de connaître une ascension importante. Notre pays entend tirer le maximum de profit de cette matière en continuant sa politique de diversification et d'ouverture à des partenariats structurants. Faire briller davantage les ressources minérales pour les Maliens, un pari que les autorités nationales entendent gagner. Et le nouveau code minier semble ouvrir la voie à la réalisation de ces paris. Bougouni, Bourama Traoré, Adama Kamara, Aruna Diarra et Namouri Diabaté pour l'ORTM. La deuxième mine de lithium du Mali est donc officiellement mise en service hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Une inauguration qui ouvre la voie à l'extraction de 100 000 tonnes de concentré de spodumène pour une première phase qui concerne Ngonala sur une période de 5 ans. La part du Mali est chiffrée, tenez-vous bien, à 250 milliards de francs CFA. Et pour le président de la transition, cette mine traduit la volonté du Mali d'être un leader en production de lithium en Afrique. On retrouve nos envoyés spéciaux à Bougouni, Srabatili, Bourama Traoré, Adama Kamara, Aruna Diarra et Namouri Diabaté. L'activation de la production de lithium au Mali. Nganala s'est installé. Une deuxième pour la région de Bougouni. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient soulever une autre aile économique du Mali en autorisant l'exploitation de la richesse du sous-sol malien. La réforme du secteur minier se concrétise avec la diversification des ressources minérales avec le lithium comme ajout sur la liste actualisée des ressources. Ce métal précieux indispensable pour la confection de batteries et les appareils électroniques. 500 emplois directs avec une production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène. Le chef de l'État dévoile par la suite la stèle confirmant la mise en service de la deuxième mine de lithium du Mali. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette subsistance stratégique. Comme vous le savez, ceux qui suivent l'actualité, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. C'est donc la marche d'un Mali qui se veut souverain sur une économie bien solide. L'État du Mali, avec son nouveau code minier à 35% compare. La deuxième mine de lithium participera au capital avec d'importantes recettes fiscales, impôts, redevances et dividendes pour les caisses du Mali. Sur une exploitation d'une dizaine d'années, Bougouni 2 promet des retombées de plus de 1000 milliards de francs CFA. L'accent est mis sur le développement communautaire. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ.
Et ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. 24 milliards aussi a été investi auprès des partenaires nationaux dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation des 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Nganala, ce sont des engins miniers modernes, une usine de traitement de minerais avec un vaste territoire stockant la carrière. Cet univers a été visité par le président de la transition qui s'est réjoui du partenariat Mali-Chine-Royaume-Uni, un pan de coopération qui a permis ce projet. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. La mine de lithium de Bougouni repose sur 3 gisements, Nganala, Sogola Baoulé et Boumou, avec des variétés de minerais. L'extraction se fait par étapes. La deuxième phase va démarrer en 2028 avec la construction d'une usine de flottation. L'avenir est tout simplement prometteur. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité à Radio Mali. Retour ici à Bamako pour parler de l'ouverture hier de la 2e session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Une session placée sous les signes de la résilience et du dialogue dans un contexte marqué par une crise multiforme, notamment la pénurie d'essence qui affecte le quotidien des Maliens. Dans son discours d'ouverture, le président du Haut Conseil des collectivités n'a pas manqué de rappeler que les collectivités territoriales demeurent le socle de la résilience nationale et qu'elles jouent un rôle essentiel dans la refondation du Mali. Voyons tout cela avec Haridjatou Kone. Cette session se tient à un moment où le Mali fait face à des défis économiques, sécuritaires et sociaux. Occasion donc pour le président du Haut Conseil des collectivités de dresser un état des lieux de la situation nationale, notamment la pénurie de carburant qui, selon lui, a des répercussions sur les activités économiques. Mamadou Satigi Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Notre pays subit des attaques terroristes dont le dessein est d'asphyxier économiquement notre nation. Ces actes criminels renforcent au contraire la solidarité et l'unité du peuple malien autour des autorités. Face à ces défis, le président du Haut Conseil des collectivités a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la transition pour les mesures engagées afin d'atténuer les effets de la crise actuelle et pour la poursuite des réformes destinées à renforcer la souveraineté et la stabilité du pays. Félicitez, Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement pour les mesures urgentes et efficaces prises afin de contenir cette crise courageuse, traduisent votre engagement pour le bien-être des populations. Il en est de même de la détermination et du courage de nos opérateurs économiques et leurs chauffeurs qui sont victimes de ces barbaries d'un autre âge. Le Haut Conseil des collectivités réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité.
Il a également félicité les avancées enregistrées au sein de la Confédération des États du Sahel, une coopération régionale qui incarne l'espoir d'un Sahel plus fort, plus solidaire, a souligné le président du Haut Conseil des collectivités. Cette session ordinaire de l'institution a également mis en avant des réalisations comme le renforcement de la décentralisation et le développement des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités a réalisé de nombreuses activités et a apporté des contributions de qualité à des documents de politique nationale. Lors des travaux de cette session, les conseillers nationaux vont étudier et analyser des dossiers transmis par le gouvernement pour avis. Mamadou Satigi Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. L'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, l'appropriation de la vision Malikoura-Niatasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, prouver à nos braves populations qu'elles ont eu raison de placer leur confiance en vous. Le Haut Conseil des collectivités, à travers son président, a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la construction d'un Mali uni, fort et souverain. AES, actualité. Direction d'abord le Burkina. Zéro paludisme d'ici à 2030. Les pays du Sahel unissent leurs forces à travers l'initiative de l'élimination du paludisme au Sahel. L'objectif est de renforcer la collaboration régionale et les mécanismes de redevabilité afin d'accélérer l'élimination du paludisme à l'horizon 2030 dans la sous-région. Un atelier technique se tient donc à Ouagadougou avec les acteurs de la lutte qui vont débattre de la question mais aussi partager l'expérience du Cap-Vert qui a réussi l'élimination du paludisme. Les reportages de Céline Ouedraogo de la radio du Burkina. Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité au Burkina Faso et dans les pays du Sahel. L'atelier technique porté par l'initiative d'élimination du paludisme au Sahel constitue une opportunité pour les acteurs d'intensifier la collaboration régionale et d'accentuer la redevabilité dans la perspective de parvenir à l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargourou. Il est important aussi que nous puissions regarder ensemble quels sont les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le paludisme dans la région, mais aussi regarder de plus près quels sont les défis persistants qui se posent à la lutte contre le paludisme. Il s'agira évidemment aussi de promouvoir une planification conjointe. Au niveau de cette alliance, on a le Cap-Vert qui a réussi à éliminer le paludisme. Donc il est important de regarder de près quelles sont les actions, quelles sont les interventions innovantes qui ont été mises en œuvre au niveau de ce pays. Et il s'agira aussi évidemment au cours de cet atelier que nous passions au peigne fin les perspectives en matière de financement. Du côté du Mali, plusieurs stratégies de lutte sont déjà mises en œuvre. À l'image du Burkina Faso, a indiqué la médecin-colonel Aïssata Kone, coordonnatrice nationale de la lutte contre le paludisme. Nous avons d'abord la lutte antivectorielle qui est consacrée quand même à l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous faisons aussi de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Après cette chimioprévention aussi, nous faisons de la TPI. Les femmes enceintes qui fréquentent les centres, ils reçoivent du SP. Et là aussi, nous utilisons des relais communautaires. Nous avons commencé avec la vaccination. Le Mali a opté pour le R21. Le ministre Kargourou a ajouté que l'ensemble des stratégies mises en place dans le cadre de cette lutte contre le paludisme ne peuvent à elles seules suffire à éradiquer la maladie. Selon lui, la lutte doit être multisectorielle. Allons maintenant à Niamey, au Niger. Et pour soutenir le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les contributions citoyennes se poursuivent à travers tout le pays. C'est l'école CSP Manou Diatta de Niamey qui s'est illustrée en apportant son appui financier à l'effort national. Élèves et personnels ont remis une contribution symbolique mais pleine d'essence, donc par marquant ainsi leur adhésion à l'initiative 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir. On fait le point avec Arabinatou Ibrahim de la radio du Niger. Les mobilisations citoyennes autour du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se multiplient davantage. C'est l'école Manou Diatta qui a apporté sa pierre à l'édifice pour la construction d'un Niger solidaire, uni et prospère.
Une contribution modeste mais significative, composée de 181 400 francs CFA pour les élèves et 120 000 francs CFA pour le personnel du dit établissement. Un geste fort qui traduit l'engagement des Nigériens à accompagner les autorités de la refondation de leur quête de souveraineté. Bagaji Gello, élève en classe de terminale A au CSP Manu Diatta. Pour répondre à l'appel du président de la République, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Chani, je vous remets au nom de tous les élèves du CSP Manu Diatta notre contribution pour participer à la construction de notre pays et à la sauvegarde de sa souveraineté. 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir. Si tout le monde adhère à ce slogan, je crois que les Nigériens montreront que nous sommes capables de relever les défis pour bâtir un Niger nouveau, libre et indépendant. En réceptionnant ces contributions des élèves et personnels du CSP Manu Diatta, le vice-président du comité de gestion, Amadou Bra, n'a pas manqué de manifester toute sa gratitude à l'endroit de cet établissement. À travers ses contributions, le CSP Manu Diatta réaffirme son engagement indéfectible à accompagner la nation dans cette dynamique impulsée par les plus hautes autorités à travers l'initiative 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir. Une dynamique visant à stabiliser notre pays qui fait face aux défis sécuritaires et économiques. Nous bouclons ainsi la page AIS. Et si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité et c'est la première édition de ce mardi 4 novembre 2025. Vous n'avez pas tout raté, rassurez-vous, juste la première partie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Awa Adama Koulibaly en direct avec moi ici. Son tour d'horizon nous conduit au Soudan, à Madagascar, aux États-Unis et en Guinée, Awa. Et oui, les Guinéens se préparent pour les élections présidentielles. Le général Mamadi Doumbouya est entré également dans la course. Il a déposé sa candidature hier, lundi 3 novembre 2025, dernier jour d'ailleurs du dépôt des dossiers de candidature. Pour la première fois, la nouvelle constitution autorise les candidats indépendants à se présenter et prolonge le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. On va développer tout cela dans l'actualité internationale. Le Mali est bien présent à la conférence générale de l'UNESCO avec une forte délégation en Ouzbékistan et la voix de notre pays résonne bien là-bas, nous dit notre envoyé spécial Yaya Kounaté. Vous l'entendrez. Vous aurez enfin la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. C'est avec Seragatou Sissi. Avec lui, on va parler des compétitions africaines des clubs, de la Coupe de la Confédération, de la Ligue des champions d'Europe, de la Coupe du monde des cadets et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Seragatou, d'un combat de boxe sans vainqueur au Vietnam. Stop ici. Combat de boxe sans vainqueur. Ça va se savoir. Mais l'actualité, 7h21 à Maïna. Voyons maintenant l'actualité hors de nos frontières avec vous, Awa Adama Koulibaly. Les Guinéens, vous le disiez, se préparent bien sûr pour les élections présidentielles depuis quelques mois déjà. Oui, depuis quelques mois, les Guinéens se préparent et c'est officiel. Hier, le général Mamadi Doumbouya est entré dans la course à la présidentielle. Il a déposé d'ailleurs hier, qui était le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. Et pour la première fois, la Constitution nouvellement votée autorise les candidats indépendants à se présenter et prolonge le mandat présidentiel de 5 à 7 ans avec une possibilité de réélection. Les Guinéens sont ainsi appelés aux urnes le 28 décembre prochain. Direction maintenant le Soudan, Awa Adama Koulibaly, pour voir un aperçu des conséquences de la guerre qui sévit dans ces pays depuis le 15 avril 2023. Effectivement, d'après les Nations Unies, le pays se trouve aujourd'hui au cœur de l'une des pires crises humanitaires au monde. Une semaine après la prise de la capitale du Darfour Nord par les forces de soutien rapide, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, signale le déplacement d'environ 71 000 personnes à El Fasher et dans les villages environnants. Des déplacements dans des conditions extrêmement précaires. Madagascar est sur le point d'adopter un projet de loi de finances. Oui, Madagascar est sur le point d'adopter un projet de loi de finances 2026. Le dit texte prévoit notamment une augmentation de 26,16% de la masse salariale dédiée aux fonctionnaires.
Préparé depuis le mois de mars sous l'ancien gouvernement, il a été partiellement modifié dans l'urgence selon les autorités de transition afin de répondre aux attentes de la population. Le Conseil des ministres l'a déjà approuvé la semaine dernière, mais il doit être examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Aux États-Unis, oui, on termine avec les États-Unis où l'aide alimentaire sera réduite en novembre en raison, donc dans ce mois de novembre, en raison, bien sûr, de la paralysie budgétaire. L'administration Trump a déclaré hier que l'aide alimentaire dont bénéficient approximativement 42 millions d'Américains sera réduite au mois de novembre en raison de la paralysie budgétaire qui dure depuis déjà un mois. À cet effet, 4,65 milliards de dollars d'un fonds d'urgence seront utilisés pour financer les versements liés au programme d'aide alimentaire supplémentaire. Et selon le ministre de l'Agriculture, cette enveloppe couvrira environ 50% des aides des foyers éligibles. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. On est bien servi. Et par ailleurs, le Mali lance un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO, pour accompagner sa marche vers la stabilité, la justice et la prospérité partagée. Un appel contenu dans sa déclaration de politique générale à la plénière de la conférence générale de l'UNESCO en Ouzbékistan. Le document a été présenté hier par l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Il a salué une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Le Mali a en outre réaffirmé sa pleine et entière adhésion aux valeurs fondatrices de l'UNESCO et présenté ses choix en matière d'éducation, de sciences, de culture, de communication et d'information, tout en sollicitant l'accompagnement de l'organisation pour les mettre en œuvre. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Samarkandé, en Ouzbékistan, Yaya Konaté et Abdul Salam Bambara. 6 minutes de chrono pour exposer les visions, les expériences, mais aussi les attentes des États membres par rapport à l'action de l'UNESCO. L'exercice est appelé Déclaration de politique générale et c'est l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'organisation qui s'y prête au nom des autorités maliennes. Occasion pour le Mali de réaffirmer son adhésion pleine et entière aux idéaux de l'UNESCO, mais aussi de saluer une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Notre coopération avec l'UNESCO est ancienne, multiforme et fructueuse. Ces dernières années, elle s'est renforcée à travers des actions concrètes, à savoir l'élaboration du document de politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, la reconstruction du patrimoine culturel détruit par les terroristes, la mise en œuvre du programme Capacité pour l'éducation CAPED, notamment les concours nationaux Miss Sciences destinés à encourager les jeunes filles dans les filières sciences et techniques, des ateliers de formation sur les changements climatiques et la lutte contre l'extrémisme violent, des concertations régionales pour la mise en place de réserves de biosphère transfrontalières. Ces initiatives illustrent justement la vitalité et la pertinence du partenariat Mali-UNESCO. Restauration de la paix et de la sécurité, construction ou reconstruction d'infrastructures socio-éducatives, promotion d'un développement durable et inclusif, 3 axes essentiels sur lesquels se fonde le processus de refondation au cœur de la transition au Mali. Un processus qui se conduit dans un esprit de dialogue national avec 2 dynamiques majeures que sont la création de l'Alliance des États du Sahel et la proclamation de 2025 comme année de la culture au Mali. Ce faisant, notre pays, dans sa déclaration de politique générale, accorde une attention particulière à l'éducation, à la question des langues nationales, à la promotion des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines, à la culture, mais aussi à la communication et à l'information. La DPG décline les choix du Mali en la matière et sollicite l'accompagnement de l'UNESCO. Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Le Mali vit une transition historique, animée par la ferme volonté de restaurer sa souveraineté, de renforcer la justice et de promouvoir un développement humain durable. Il lance un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO, pour accompagner cette marche vers sa stabilité, la justice et la prospérité partagée. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, je réaffirme la détermination du Mali à œuvrer inlassablement pour le triomphe des idéaux de l'UNESCO, la paix pour l'éducation, la science et la culture.
Tout en saluant les autorités du pays hôte et les organisateurs de la conférence, le Mali n'a pas manqué de souligner l'importance de ce rendez-vous biennal, un moment privilégié de concertation, de réflexion et de définition des grandes orientations dans le domaine de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information au niveau mondial. Samarkand, Yaya Konaté, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. Merci Yaya Konaté. Bonjour Sragato Sissi. Bonjour Siriki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la vraie heure. Il est 7h30 à Kai et Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Parlons d'abord des tirages au sort de la compétition africaine des clubs. Nos ambassadeurs connaissent depuis hier leurs adversaires de la phase de groupe. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako est dans le groupe 2, Sragatou. Oui, en concurrence avec l'Espérance sportive de Tunisie, Simba SC de la Tanzanie et Petro Atlético Luanda d'Angola. Ces trois adversaires sont tous des habitués de la Ligue des Champions. L'Espérance est finaliste en 2024, Simba quart de finaliste en 2024 et Petro Atlético demi-finaliste en 2022. Le Stade malien de Bamako, lui, découvre la compétition pour la première fois. Autre détail, si le Stade malien de Bamako va croiser les Tanzaniens de Simba SC pour la première fois de l'histoire, tel n'est pas le cas avec l'Espérance et Petro Atlético, mais en Coupe de la Confédération. Souvenez-vous, en 2015, phase de groupe, le Stade malien de Bamako bat l'Espérance à l'aller 2-1. Oui. Au retour, l'Espérance gagne 1-0. En 2019, tout décadrage, le Stade malien de Bamako est tenu en échec 1-1 ici à Bamako, avant de s'incliner 2-1 au retour à Luanda. Et en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC est logé dans le groupe A. Aux côtés de l'Union sportive de la Médina d'Algérie USM, de l'Olympique Club de Safi du Maroc et de FC San Pedro de la Côte d'Ivoire. Le Djoliba AC donc affrontera ses adversaires du groupe A pour la première fois, toute compétition confondue. L'USM c'est un statut de finaliste en 2023. L'Olympique Club de Safi et San Pedro n'ont pas de palmarès au plan continental. Le Djoliba en Coupe de la Confédération, c'est quand même une finale perdue en 2012. La première journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération est programmée le week-end du 21, 22, 23 novembre. Le Stade malien de Bamako ira à Tunis défier l'Espérance et le Djoliba AC recevra ici à Bamako l'Olympique Club de Safi du Maroc. Bonne chance donc à nos clubs, les Blancs et les Rouges. Ligue des Champions d'Europe, poule unique. La 4e journée commence mardi avec 9 rencontres. Oui, des rencontres très passionnantes. À 17h45, Naples, Eintracht Francfort et Slavia Prague, Arsenal. Et à 20h, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Atlético de Madrid, Royal Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt, Monaco, Juventus Turin, Sporting Lisbonne, Tottenham FC Copenhague et Olympiakos Le Pirée, PSV Eindhoven. Notez ces nouveaux horaires pour le coup d'envoi, 17h45 et 20h temps universel. Une bonne partie de l'Europe est passée à l'heure d'hiver, donc GMT plus 1. Ok. Et parlons maintenant de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. Le Mali entre en lice demain, mercredi. Et sera dans le groupe L à 14h45 face à la Nouvelle-Zélande. Les garçons du sélectionneur Adama Diefla Diallo se mesureront à l'Autriche le 8 novembre et l'Arabie Saoudite le 11 novembre. La meilleure performance du Mali à la Coupe du Monde des cadets reste cette deuxième place obtenue en 2015 au Chili. Et pour terminer, Sragatou, l'insolite du jour. Nous voyageons ce matin au Vietnam pour un combat de boxe. Oui, nous sommes au Vietnam pour un combat de boxe. À l'heure du délibéré, quoi? Pas de vainqueur, Sragatou. Comment est-ce possible? Pourtant, il devait y avoir un vainqueur. Racontez-nous cette histoire. Alors, ce combat a rassemblé plusieurs personnalités et un public. Combat sans vainqueur. Plusieurs personnalités et un public enthousiaste. Alors, les deux boxeurs sont invités à se mettre sur le ring. Alors, Hien Yang et Hon Moon, donc comme c'est au Vietnam, on peut se permettre de dévoiler leur identité. Oui, et reprenez ces noms-là, c'est quand on n'a pas bien noté. Hien Yang et Hon Moon. Hien Yang et Hon Moon. Et Hon Moon. Ok. Alors, chaque boxeur a son groupe de supporters.
Yin Yang est battu au 5e round par KO. Alors l'arbitre, pour déclarer le nom du vainqueur, soulève le bras de l'heureux gagnant. Comme ça se fait en boxe. C'est normal. Alors, Han Moon, le perdant, lève aussi son bras avec force en guise de victoire. Alors l'arbitre a beau descendre son bras et soulever celui de Yin Yang, Han Moon a le sien en l'air, refusant de reconnaître sa défaite. Pourquoi donc? Allez, c'est vrai. Il y a quand même un vainqueur, Yin Yang. 7h33 minutes à Fulamana et à Kadjana. C'est donc tout pour ce journal. Merci à Ousmane Dao et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Ndiara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Dao pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Oui. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes.